Saviez-vous que, sous un tranquille sous-sol allemand, se cachait un char de guerre prêt pour la bataille? Ou qu'une imposante salle d'ambre a disparu comme si elle avait été engloutie par la terre? La Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement laissé des cicatrices dans le monde, mais aussi un héritage de mystères, de découvertes et d'artefacts qui défient l'imagination. Des avions oubliés dans les profondeurs de la mer, à une armée de chars gonflables qui ont trompé les nazis, c'est une histoire qui te fera regarder le passé avec émerveillement. Aujourd'hui, nous t'emmenons explorer l'extraordinaire. Un voyage plein d'énigmes, de technologies en avance sur son temps et de curiosités qui te laisseront sans voix. Car le passé réserve encore des surprises, et celles-ci sont les plus impressionnantes. Prêt à déterrer les secrets de l'histoire? Tracteur de la Wehrmacht. Dans le vaste théâtre d'opérations de la Seconde Guerre mondiale, les besoins logistiques étaient écrasants. Et les armées nécessitaient des machines capables de s'adapter à des terrains difficiles et à des objectifs variables. C'est dans ce contexte qu'est né le Schwete Wehrmacht Schleppe, ou tracteur de la Wehrmacht, un véhicule semi-chenillé conçu pour de multiples usages. Sa création est née des exigences du front de l'Est, où les conditions climatiques et de terrain extrêmes ont rendu évidente la nécessité d'un transport plus polyvalent. Bien que sa production ait commencé en 1943, le design final n'était prêt qu'à peine un an avant la fin du conflit. Le tracteur avait deux variantes principales. L'une non blindée, utilisée pour transporter des fournitures et remorquer des pièces d'artillerie comme le canon de 88 mm. Et une autre blindée, qui portait un armement anti-aérien ou des lance-roquettes multiples. Cette dernière version est devenue un outil clé pour la défense mobile. Malgré son utilité, les circonstances de la guerre ont limité sa fabrication. Et moins de 1000 unités ont été produites avant la reddition allemande. Un aspect fascinant du tracteur de la Wehrmacht était son design efficace. Équipé d'un moteur Maybach à 6 cylindres, il pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 27 km/h sur des terrains difficiles et avait une autonomie de 300 km. Ses capacités le rendaient idéal pour le transport dans les zones rurales et sur les fronts, où d'autres véhicules restaient bloqués. Après la fin de la guerre, le design du tracteur a été repris en Tchécoslovaquie. Là-bas, l'entreprise Tatra a produit une version améliorée connue sous le nom de T809, qui a été utilisée par les forces militaires locales pendant plusieurs années. Ce modèle a conservé l'essence du design allemand, mais avec des modifications pour s'adapter à de nouveaux besoins. Malgré sa production limitée, le Schwerer Wehrmacht Schleppe est devenu un exemple de l'ingéniosité technique de la machinerie allemande. Son héritage perdure non seulement dans les musées de guerre, mais aussi dans l'histoire de l'ingénierie militaire, comme un symbole de la manière dont l'innovation peut émerger même au milieu du chaos. L'armée fantôme. Dans l'ombre des plus grands conflits de l'histoire, surgissent souvent des histoires d'ingéniosité et de bravoure qui défient l'imagination. L'une de ces histoires appartient à la soi-disant armée fantôme, une unité ultra-secrète américaine formée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce groupe, composé d'environ 1100 hommes, avait une mission unique et surprenante. Tromper l'ennemi par des stratégies d'illusion visuelle, acoustique et radio. Comment ces soldats sans armes ont-ils réussi à changer le cours de la guerre? Leur capacité à créer des distractions était si efficace qu'ils ont trompé l'armée allemande dans plus de 20 opérations. L'armée fantôme, officiellement connue sous le nom de 23e quartier général des troupes spéciales, comprenait des artistes, des designers, des ingénieurs du son et d'autres créatifs. En utilisant des chars gonflables, des effets sonores préenregistrés et de fausses transmissions radio, ils ont réussi à construire une arme fictive qui semblait réelle aux yeux et aux oreilles des nazis. Cette illusion, soigneusement orchestrée, a permis aux troupes alliées d'effectuer des mouvements stratégiques sans être détectés. Un exemple remarquable de leur succès a été lors de l'opération Fortitude. La mission qui a trompé les nazis en leur faisant croire que le jour J aurait lieu à Calais, détournant ainsi leurs forces de la Normandie. Les membres de l'armée fantôme ont construit de faux camps, déployé des véhicules gonflables et reproduit des bruits de mouvements militaires pour consolider la supercherie. Cette tromperie a été cruciale pour le succès du débarquement allié le 6 juin 1944. L'armée fantôme avait même des acteurs qui se déguisaient en soldats de haut rang. Ils organisaient des réunions fictives que les espions allemands rapportaient comme authentiques.
cela renforçait les illusions créées par les leurres visuelles et acoustiques. Pendant la bataille des Ardennes, ce groupe a de nouveau été décisif en trompant les troupes allemandes sur l'emplacement des forces alliées. Leur héritage est resté secret jusqu'en 1996, lorsque les documents relatifs ont été déclassifiés. Depuis lors, leur histoire a été célébrée comme un exemple extraordinaire de créativité appliquée à la stratégie militaire. L'armée fantôme a démontré que la guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, mais aussi avec imagination et intelligence. Ces hommes ont sauvé des milliers de vies grâce à leur capacité à transformer la fiction en un outil puissant contre l'ennemi. Avion soviétique perdu. Dans les jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, un avion soviétique modèle P-2 a décollé du sud de la Russie pour accomplir sa mission de bombarder des positions allemandes. Cependant, il n'est jamais revenu. Pendant des décennies, le destin de cet aéronef est resté un mystère qui semblait destiné à se perdre dans le temps. C'est en 2019 que, lors d'études menées au fond de la mer Noire, les restes de l'avion ont été découverts à 80 km de la côte de Krasnodar. Cette découverte a déclenché une vague d'enthousiasme en Russie, car le fuselage conservait encore intact l'emblématique étoile rouge. Le P-2, surnommé le bombardier le plus réussi de l'Union soviétique, a joué un rôle crucial dans de multiples campagnes de la Seconde Guerre mondiale. Ce modèle se distinguait par son design innovant, qui lui permettait de fonctionner comme bombardier, avion léger, avion de reconnaissance et même comme chasseur lourd. Malgré son importance, les tragédies sur le front étaient fréquentes et la disparition de cet avion n'a pas fait l'exception. Sa récupération, 75 ans après sa chute, a représenté non seulement un exploit archéologique, mais aussi un rappel des vies et des histoires qui lui sont associées. Lors de la restauration et de l'analyse de l'avion, les chercheurs ont trouvé des fragments de cartes de navigation et des équipements de communication à l'intérieur. Ces artefacts ont non seulement fourni des informations techniques sur la mission qu'il accomplissait, mais aussi un aperçu des outils utilisés par les pilotes soviétiques pour opérer dans des conditions extrêmes. L'avion P-2 repose maintenant dans un musée militaire russe, où il est exposé comme témoin silencieux d'une époque de sacrifices et de conflits. Cette découverte souligne comment les avancées technologiques actuelles peuvent nous aider à déterrer des chapitres perdus de notre histoire et à leur redonner leur place dans la mémoire collective. Porte-avions, USS, Indépendance. Au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, le porte-avions USS, Indépendance, a émergé comme un symbole de la résilience et de la force navale américaine. Ce navire, qui a participé activement aux opérations dans le Pacifique, a joué un rôle crucial dans l'offensive alliée contre le Japon. Avec une carrière remarquable, il a reçu 8 étoiles de bataille pour son service, se consolidant comme l'un des navires les plus décorés de son époque. Cependant, son histoire a pris un tournant inhabituel après la guerre, lorsqu'il a été utilisé pour des essais nucléaires à l'atoll de Bikini. En 1946, l'Indépendance, positionnée à moins d'1 kilomètre de la zone zéro, a supporté des explosions atomiques qui ont endommagé significativement sa structure. Bien qu'il ne se soit pas immédiatement coulé, il est devenu trop contaminé par la radiation pour continuer en service actif. En 1951, il a été délibérément coulé au large des côtes de San Francisco. Son emplacement est resté inconnu jusqu'en 2016. Lorsqu'une équipe de scientifiques utilisant des véhicules sous-marins non habités a découvert les restes du porte-avions à 800 mètres de profondeur. Malgré les décennies passées sous l'eau et la dévastation des essais nucléaires, les chercheurs ont trouvé des avions de combat intacts sur le pont de l'USS Indépendance. Parmi eux, se distinguaient les chasseurs LK, célèbres pour leur performance pendant la guerre du Pacifique. La découverte de l'USS Indépendance ne met pas seulement en lumière les impacts des essais nucléaires, mais souligne également l'héritage historique des opérations navales de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce navire repose comme un témoignage silencieux des sacrifices et des défis d'une époque. Elle était marquée par des conflits mondiaux et des avancées technologiques qui ont changé à jamais la guerre moderne. Aigle nazi du Graf Spee. Dans les profondeurs du Rio de la Plata, en Uruguay, un symbole du passé guerrier de la Seconde Guerre mondiale est resté caché pendant des décennies. Il s'agissait d'un imposant aigle en bronze, de plus de 2 mètres de hauteur,
qui ornait la poupe du cuirassé allemand Graf Spee. Ce navire faisait partie de l'un des premiers affrontements navals du conflit, la bataille du Rio de la Plata. En 1939, après avoir subi des dommages critiques, le capitaine du Graf Spee, Hans Langsdorff, a ordonné de couler le navire pour éviter qu'il ne tombe entre les mains ennemies. Ce n'est qu'en 2006 que cette pièce d'art, chargée de symbolisme, a été récupérée après une recherche exhaustive qui a duré 10 ans. La sculpture, qui tenait une croix gammée dans ses griffes, a provoqué un débat intense en Uruguay sur son destin. Finalement, les autorités ont décidé de la transformer en un symbole de paix, en la fondant pour la convertir en une colombe. Pendant le processus de récupération, les plongeurs ont découvert que l'aigle était étonnamment bien conservé, ce qui a permis de le restaurer presque entièrement. Cela a suscité l'intérêt des historiens et des collectionneurs du monde entier, y compris des offres d'achat de plusieurs millions que le gouvernement uruguayen a refusées. L'aigle du Graf Spee n'est pas seulement une relique. C'est un rappel de l'impact mondial de la Seconde Guerre mondiale et de la façon dont les objets de cette période peuvent susciter des émotions complexes, allant de l'horreur du conflit à l'espoir de la réconciliation. Sa transformation en colombe de la paix représente un message puissant sur la manière dont même les symboles les plus sombres peuvent devenir des emblèmes de changement et d'humanité. Machine à énigmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les codes secrets étaient aussi puissants que les armes sur le champ de bataille. Parmi eux, le plus célèbre a été généré par la machine Enigma, un dispositif allemand déchiffré qui transformait les communications nazies en énigmes apparemment impossibles à résoudre. Cet appareil, capable de générer des millions de combinaisons différentes, offrait un avantage stratégique clé aux forces de l'Axe. Cependant, c'est l'esprit brillant d'Alan Turing et de son équipe à Bletchley Park qui ont réussi à déchiffrer ce système, changeant le cours de la guerre. La machine Enigma était utilisée dans diverses opérations, allant des stratégies militaires aux manœuvres navales. Ses rotors complexes et son câblage la rendaient unique, mais aussi vulnérable à de petites erreurs humaines que les décrypteurs alliés ont exploitées. En 1941, les Britanniques ont capturé une machine et ses livres de code d'un sous-marin allemand. Cet acte a été crucial pour que Turing développe la bombe, une machine qui déchiffrait les messages codés. Beaucoup ignorent que les premières vulnérabilités d'Enigma ont été exploitées non pas par les Britanniques, mais par des mathématiciens polonais à la fin des années 1930. Leur travail initial a jeté les bases pour que les Alliés parviennent au déchiffrement complet. Des années plus tard, déchiffrer Enigma a permis aux Alliés d'anticiper les mouvements nazis, éviter des attaques et sauver des milliers de vies. Cependant, cet exploit devait rester secret, ce qui signifiait que certaines embuscades connues ne pouvaient pas être évitées pour ne pas révéler l'avantage stratégique. Ce dilemme éthique reflète comment la guerre ne s'est pas seulement menée sur les fronts physiques, mais aussi dans l'esprit de ceux qui travaillaient. Dans les coulisses. Aujourd'hui, la machine Enigma est un rappel de l'ingéniosité humaine, tant dans sa création que dans sa défaite. Des exemplaires sont exposés dans des musées du monde entier, où ils continuent de fasciner des générations par leur complexité et leur rôle crucial dans l'une des guerres les plus décisives de l'histoire. L'or de Yamashita. Dans les sombres jours finaux de la Seconde Guerre mondiale, une légende a commencé à se tisser dans les jungles des Philippines. L'histoire de l'or de Yamashita. Ce prétendu trésor, composé de tonnes d'or, de bijoux et d'autres objets de valeur, aurait été pillé par les forces japonaises lors de leur campagne en Asie du Sud-Est. Selon les récits, le général Tomoyuki Yamashita, connu sous le nom de le Tigre de Malaisie, aurait ordonné d'enterrer ce butin dans une série de tunnels et de grottes cachées aux Philippines, dans l'espoir de le récupérer après la guerre. Bien que Yamashita ait été capturé et exécuté en 1946 pour crimes de guerre, les rumeurs concernant le trésor n'ont jamais disparu. Pendant plus de 70 ans, des chasseurs de trésors du monde entier ont cherché désespérément ces richesses, mais sans succès concluant. Des fouilles sur des sites comme Luzon ont révélé des artefacts historiques, mais l'or mythique reste un mystère. Pour beaucoup, cette histoire est un exemple parfait de la manière dont l'ambition et le mythe peuvent s'entrelacer. Dans les années 70, un chasseur de trésors philippin a affirmé avoir trouvé une partie de l'or de Yamashita. Selon son récit, il avait déterré des lingots marqués de sceaux japonais.
Cependant, leur authenticité n'a jamais été vérifiée et la découverte reste entourée de controverses. L'or de Yamashita n'est pas seulement une légende de richesse. Il soulève également des questions sur les conséquences éthiques du pillage en temps de guerre. Certains pensent que, s'il existe vraiment, l'or devrait être restitué au pays et au peuple dont il a été volé. D'autres le voient comme une opportunité économique pour les Philippines, qui pourraient bénéficier énormément d'une découverte aussi précieuse. Aujourd'hui, la recherche de l'or de Yamashita continue d'attirer aventuriers et archéologues. Bien qu'elle reste une légende non confirmée, son histoire rappelle comment les vestiges de la guerre peuvent perdurer, non seulement sur le plan politique, mais aussi dans les profondeurs de l'imagination humaine. Cuirassé Musashi dans les profondeurs de la mer de Sibuyan, aux Philippines, reposait l'un des colosses navals de la Seconde Guerre mondiale. Le cuirassé Musashi, fierté de la marine impériale japonaise. Ce navire imposant, avec son jumeau le Yamato, était considéré comme l'un des cuirassés les plus grands et les plus puissants jamais construits. Avec un déplacement de plus de 70 000 tonnes et armé de canons principaux de 46 cm, le Musashi représentait le summum de la puissance navale japonaise. Cependant, son destin a changé le 24 octobre 1944, lors de la bataille du golfe de Leyte, lorsqu'il a été coulé après avoir reçu de multiples impacts de torpilles et de bombes de la part des forces américaines. Pendant des décennies, l'emplacement exact du naufrage est resté un mystère. C'est en 2015 que Paul Allen, cofondateur de Microsoft et explorateur passionné, a dirigé une expédition qui a finalement localisé les restes du Musashi à plus de 1000 mètres de profondeur. En utilisant une technologie avancée et des documents historiques de plusieurs pays, l'équipe d'Allen a confirmé que les restes appartenaient au légendaire cuirassé. Lors de l'exploration du Musashi, les chercheurs ont trouvé un gouvernail intact de plus de 20 mètres de hauteur, un rappel de la taille et de la complexité de ce géant naval. Ils ont également découvert de la porcelaine japonaise, qui aurait été utilisée par les officiers à bord, préservée sous les eaux pendant plus de 70 ans. La découverte du Musashi n'a pas seulement clos un chapitre de l'histoire navale, mais a également permis aux familles des marins japonais tombés de rendre hommage à leurs proches. Bien que le cuirassé ait été construit pour inspirer la peur et le respect, il repose aujourd'hui comme un monument silencieux aux sacrifices et aux leçons d'une guerre qui a marqué le cours du XXe siècle. Bunker romain à Alderney. Ce fut un théâtre inattendu pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, les nazis ont transformé une ancienne forteresse romaine connue sous le nom de Tour du Couvent des Nonnes en un bunker militaire stratégique. Alderney fut le seul territoire britannique occupé par les forces allemandes, et sa position en fit un point clé de la défense nazie dans l'Atlantique. Entre 1941 et 1945, l'île est devenue un centre de travaux forcés, où des milliers de prisonniers ont construit des bunkers, des fortifications et des tunnels anti-chars. La forteresse romaine, avec des murs de plus de 3 mètres d'épaisseur, a été réutilisée pour abriter des armements et comme point de surveillance. Les archéologues qui ont étudié le site soulignent comment les nazis ont tiré parti de la structure originale en ajoutant des emplacements d'artillerie moderne sans détruire le design romain. Lors des récentes fouilles, des pièces romaines ont été découvertes aux côtés de douilles de munitions. Nazi, une combinaison qui symbolise les couches d'histoire qui convergent à Alderney. De plus, des inscriptions faites par des prisonniers ont été trouvées, laissant un témoignage déchirant des conditions dans lesquelles ils vivaient. Aujourd'hui, la forteresse d'Alderney est un rappel tangible de la façon dont les échos de différentes époques historiques peuvent s'entrelacer en un même lieu. De l'ingénierie romaine à la brutalité de l'occupation nazie, ce site reflète comment les conflits transforment le paysage physique et humain. Paloma, messagère dans la cheminée pendant les sombres jours de la Seconde Guerre mondiale, les pigeons voyageurs ont joué un rôle crucial dans la transmission d'informations secrètes. L'un de ces oiseaux, dont la mission a été tragiquement interrompue, a été retrouvé des décennies plus tard dans une cheminée à Surrey, en Angleterre. Ce pigeon avait volé depuis un territoire occupé par les nazis jusqu'au Royaume-Uni, avec un message codé dans une capsule attachée à sa patte. Cependant, épuisé et peut-être asphyxié par les fumées de la cheminée, il est mort avant de compléter sa mission. Ses restes sont restés oubliés pendant plus de 70 ans,
jusqu'à ce qu'un restaurateur découvre sa petite capsule rouge et le message qu'elle contenait. Le message, écrit à la main sur du papier à cigarette, a été envoyé à Bletchley Park, où les décrypteurs de codes alliés travaillaient pour percer les énigmes de l'ennemi. Bien que le contenu du message n'ait jamais été complètement déchiffré, sa découverte a souligné l'importance de ces oiseaux dans les opérations d'espionnage et de communication pendant la guerre. On estime que plus de 250 000 pigeons ont été utilisés par les Alliés dans des missions à haut risque. Certains pigeons voyageurs ont reçu des médailles pour leur bravoure. L'un des plus célèbres était Cher Ami, qui a sauvé un bataillon entier pendant la Première Guerre mondiale. Bien que ces oiseaux aient été considérés comme des outils, ils étaient également vus comme des héros en miniature pour leur courage et leur sacrifice. La découverte de ce pigeon dans le Surrey n'a pas seulement offert un aperçu des opérations secrètes de la guerre, mais a également mis en lumière l'ingéniosité humaine pour surmonter les limitations technologiques de l'époque. Ces minuscules messagers, dotés d'un incroyable sens de l'orientation et d'une grande résilience, ont joué un rôle silencieux mais vital dans l'effort. Arle. Bombardier. Douglas. S. D. Intrépide. C'était un avion bombardier en piqué qui a gagné sa place dans l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce modèle, connu pour sa robustesse et sa précision, a été fondamental lors de la bataille de Midway en 1942, où les pilotes américains ont coulé 4 porte-avions japonais en une seule journée, changeant le cours de la guerre dans le Pacifique. L'un de ces bombardiers, qui s'est écrasé dans le lac Michigan lors d'un entraînement, a été découvert au fond du lac et récupéré des décennies plus tard. En 2013, l'avion a été récupéré à 30 mètres de profondeur et transféré au Musée national de l'aviation navale, à Pensacola, pour sa restauration. Malgré les dommages subis lors de l'impact et des années passées sous l'eau, le SBD Dauntless conservait encore des éléments comme le cockpit et des parties de son moteur. Cet effort de récupération faisait partie d'un projet visant à préserver l'histoire de l'aviation américaine. Le Douglas SBD Dauntless a été surnommé Slow Deadly, l'emmai mortel, en raison de sa capacité à attaquer avec précision, malgré sa vitesse relativement faible. Son efficacité était due à son design aérodynamique, qui permettait des descentes presque verticales sans perdre de stabilité. Le sauvetage de cet avion est un rappel de l'impact de l'innovation technologique sur la guerre. Aujourd'hui, le SBD Dauntless, restauré, est exposé comme un témoignage des sacrifices et du courage des pilotes qui l'ont opéré, ainsi que des efforts pour préserver son héritage pour les générations futures. Charpenter dans un sous-sol allemand. Dans un petit village allemand appelé Eckendorf, une surprise monumentale attendait sous une résidence tranquille. Un Charpenter, considéré comme l'un des véhicules les plus avancés et efficaces de la Seconde Guerre mondiale. En 2015, les autorités ont découvert ce char dans le sous-sol d'un homme retraité de 84 ans. En plus du Panther, l'homme avait accumulé un arsenal qui comprenait un canon antiaérien et une torpille. Le char, bien que hors d'usage, conservait sa structure imposante et une partie de sa fonctionnalité originale. Le Panther, conçu par l'Allemagne au début de 1943, a été acclamé pour sa combinaison de vitesse, de puissance et de maniabilité. Équipé d'un canon de 75 mm, il pouvait facilement détruire ses adversaires alliés à longue distance. Ce char est devenu le noyau des divisions blindées allemandes et a été utilisé intensivement sur le front de l'Est et en Normandie. Il a fallu 20 soldats et 9 heures pour extraire le char du sous-sol du retraité. De plus, on a spéculé que le véhicule manquait de ses chenilles, ce qui a compliqué son transport vers l'extérieur. Un musée américain a montré de l'intérêt pour l'acquérir pour sa collection historique. La découverte a suscité un débat juridique sur la possession de matériel militaire historique. Finalement, l'homme a été condamné à une amende. Il lui a été ordonné de trouver une nouvelle destination pour le char. Cette découverte particulière a non seulement mis en avant l'importance historique du Panther, mais a également souligné comment certains artefacts de guerre restent cachés pendant des décennies, attendant d'être redécouverts. Le train d'or nazi. Dans les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale, alors que le régime nazi s'effondrait, des rumeurs ont commencé à circuler sur un train chargé d'or, de bijoux et d'autres trésors pillés. Selon la légende,
Ce train a disparu dans des tunnels souterrains près de la ville de Wałbrzych, en Pologne, alors qu'il fuyait l'avancée soviétique. Connu sous le nom de train d'or nazi, cette histoire a captivé l'imagination des chasseurs de trésors et des archéologues pendant plus de 70 ans. Bien que les recherches modernes aient utilisé des radars et des explorations souterraines, aucune preuve concluante de son existence n'a été trouvée. Malgré cela, les récits suggèrent que le train pourrait contenir jusqu'à 300 tonnes d'or, ainsi que des œuvres d'art et des documents historiques. Certains historiens pensent que l'histoire pourrait être un mythe, tandis que d'autres considèrent que le train a été délibérément détruit ou caché. En 2015, une équipe d'explorateurs polonais a affirmé avoir détecté un train en utilisant la technologie de radar à pénétration de sol. Bien que leur découverte ait suscité une grande expectative, les fouilles ultérieures n'ont pas révélé le supposé trésor. Le train d'or nazi représente le mystère et le magnétisme des histoires non résolues de la Seconde Guerre mondiale. Pour certains, c'est un symbole des richesses perdues pendant le conflit. Pour d'autres, c'est un rappel des horreurs du pillage nazi. Que le train existe ou non, sa légende reste vivante, attirant des rêveurs et des chercheurs du monde entier. La salle d'ambre, connue comme la 8e merveille du monde, était un chef-d'œuvre créé au XVIIIe siècle comme symbole d'opulence et de beauté. Cette salle, composée de panneaux d'ambre incrustés d'or et de pierres précieuses, fut un cadeau de Frédéric Guillaume Ier. De Prusse au tsar Pierre le Grand de Russie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée nazie l'a pillée du palais de Catherine, près de Saint-Pétersbourg, et l'a transférée à Königsberg. Cependant, dans les derniers mois du conflit, la salle a disparu, devenant l'un des plus grands mystères de l'art volé. Malgré des décennies de recherche, l'emplacement de la salle d'ambre originale reste inconnu. Certains croient qu'elle a été détruite lors des bombardements alliés sur Königsberg, tandis que d'autres spéculent qu'elle est cachée dans un bunker ou une épave. En 1984, un projet ambitieux a été lancé en Russie pour la recréer. Finalement, en 2003, la salle a été inaugurée comme partie du palais de Catherine, en utilisant des photographies anciennes et des documents historiques pour sa restauration. En 2020, une nouvelle théorie. Elle a suggéré que la salle d'ambre pourrait être cachée dans un système de tunnels sous une église en Pologne. Bien que cette hypothèse ait suscité un intérêt international, aucune preuve concluante n'a été trouvée. La salle d'ambre ne représente pas seulement un héritage artistique inestimable, mais symbolise également les ravages de la guerre sur le patrimoine culturel. Sa reconstruction en Russie sert d'hommage à sa splendeur originale, tandis que son véritable emplacement reste une énigme qui continue de fasciner historiens et aventuriers. Sous-marin allemand, UR-576. Dans le vaste océan Atlantique, à près d'1 kilomètre de profondeur, repose le sous-marin UR-576. Un vestige de la féroce bataille de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sous-marin allemand, faisant partie de la flotte de U-boats de la Kriegsmarine, a été coulé en 1942 après une confrontation intense avec les forces alliées. Lors de sa dernière mission, le UR-576 a attaqué un convoi marchand près de la côte de la Caroline du Nord. Coulant l'un des navires, mais il a été touché par des bombes d'un avion allié et le feu des navires d'escorte. Le UR-576 est resté perdu pendant plus de 70 ans, jusqu'à ce qu'il soit découvert en 2014 par une équipe d'archéologues marins. Ils l'ont trouvé à côté du navire marchand qu'il avait coulé, formant un cimetière sous-marin qui raconte une histoire d'affrontement et de sacrifice. Le sous-marin contient encore les restes de son équipage, ce qui en fait ainsi protégé par les lois internationales. Cela garantit qu'il reste une tombe de guerre, préservée, telle qu'elle était le jour où il a coulé. La découverte du UR-576 offre une fenêtre sur le passé, montrant la brutalité et les complexités stratégiques de la guerre sous-marine. Aujourd'hui, ces restes servent de rappel des dangers affrontés tant par les attaquants que par les défenseurs, dans une bataille qui a défini le destin du conflit dans l'Atlantique.